Nous sommes en guerre. Pour ma part, que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Nous sommes en guerre. Bonjour mes petits frères et mes grandes sœurs. Aujourd'hui nous allons avoir, une fois n'est pas coutume, une vidéo très longue, mais passionnante à plusieurs égards. Cette vidéo est réservée uniquement aux adultes, car elle comporte des expressions triviales, et beaucoup plus encore. Un sodomite peut-il emmener la France à la guerre? Tel est le titre de la vidéo. Tout d'abord, nous allons essayer de comprendre ce que le mot sodomite veut dire exactement, et pour cela nous allons faire un peu d'histoire, car l'histoire de la sodomie par malchance a commencé par les écrits du judaïsme, qui par le plus grand des hasards, est lié à la ville de Sodome, qui était bien en Israël aussi. Le terme de sodomie vient du nom de la ville de Sodome qui, selon la Bible, fut détruite par Dieu, après que ses habitants eurent tenté de violer des anges de Dieu, réfugiés chez Lot, le neveu d'Abraham. C'était l'épisode de Sodome et Gomorrhe. Dans cet épisode, il n'est pas explicitement fait mention de la sodomie telle qu'on la définit actuellement. Les autres références au péché de Sodome, dans la Bible, évoquent plutôt le manque au devoir d'hospitalité très important dans le Proche-Orient ancien. L'interprétation en termes de sodomie ou d'homosexualité commencerait à apparaître avec les apocalyptiques juives tardives et chez les juifs hellénisés, au début du IIe siècle. Origène de 185 à 253 après Jésus-Christ et Saint Ambroiseux, de 340 à 397 après Jésus-Christ, pourtant grands ennemis du péché de chair, évoque le manquement à l'hospitalité. Sans doute, en référence aux alliances interdites entre les fils de Dieu et les filles d'humains, qui provoquent la colère de Dieu, les commentaires juifs attribuaient des relations interdites entre les femmes de Sodome et les anges. Ainsi, jusqu'au XVIIe siècle, le terme sodomie recouvrait un ensemble de relations sexuelles réprouvées, pas seulement anales ou homosexuelles. Dans certains contextes, notamment les classifications légales de certains États fédérés des États-Unis d'Amérique, le terme anglais sodomie inclut d'autres pratiques sexuelles jugées déviantes par certains, notamment le cunnilingus et la fellation qui est le contact entre la bouche et le sexe. En allemand, sodomie, et en norvégien, sodomie, le terme ne fait aucunement référence à la pénétration anale mais désigne la zoophilie. D'une manière similaire, le terme bougre, du latin bulgarus, qui donne l'ancien français bogre, désignait à l'origine les bogomiles, qui se décomposent de la manière suivante. Ami de Dieu du bulgare Beau-Dieu et Milami, membre d'une secte bulgare hétérodoxe, proche des mouvements cathares. On avait accusé ces bogomiles du péché de sodomie, afin entre autres de les tourner en dérision. Bougre en est donc venu à ne plus désigner les seuls bulgares bogomiles, mais aussi de manière injurieuse les sodomites. Par affadissement, le terme a désigné un gaillard et enfin un individu. Le cognat anglais bugger a gardé le sens original de sodomite. Maintenant prenons connaissance des expressions populaires. La sodomie est également appelée pédication dans un registre plus soutenu. Il existe un bon nombre de surnoms populaires pour désigner le coït anal, pénétration rectale, culbutation, tassement de crotte, pousser le plat de la veille, ou boxe du ver solitaire. De manière extrêmement vulgaire, on utilise les termes péter la rondelle, prendre le petit chemin debout, baisage de boule ou de fion et enculade. Ce dernier, se faire enculer, est aussi utilisé pour désigner le fait d'être victime d'une escroquerie ou d'être le perdant d'une bagarre. Dans le canular dit Catalogue des prix de l'amour, de Marcel Lapompe, 1910 environ. Le terme utilisé est voyage en terre jaune. Regardons aussi ensemble les aspects historiques, par exemple les amours romaines entre un homme et un adolescent, dit coupe-warenne. La sodomie entre hommes, si elle ne fut pas la position sexuelle privilégiée, fut pratiquée dans la Grèce antique, ainsi qu'à Rome, dans le cadre d'une relation entre un homme plus âgé, le maître qui est actif, et son élève plus jeune qui est passif quant à lui. C'était donc considéré comme une façon de transmettre le savoir. Néanmoins, il demeure peu d'éléments directs parlant de la sodomie chez les Celtes et en particulier chez les Gaulois. Cependant, il y a quelques citations d'auteurs classiques déclarant que l'activité homosexuelle ait été acceptée et quelques productions culturelles en la matière. Par exemple Athénaeus, le rhétoricien grec, et le grammairien, répétant des affirmations faites par Diodorus, a écrit que les Celtes, bien qu'ils avaient des femmes très belles, appréciaient de jeunes garçons davantage, de sorte que certains d'entre eux avaient souvent deux amoureux à dormir avec eux, sur leur lit à peau de bête. Selon Aristote encore, les Celtes sont ouverts et approuvent les jeux amoureux masculins. Cependant, selon la loi dite du Bréon, si l'homme est marié,
La femme peut alors disposer librement de elle-même. Sous l'Inquisition espagnole des XVIe et XVIIe siècles, la sodomie, à l'instar de la bestialité, était considérée comme un péché abominable. La sodomie était qualifiée de parfaite si elle était le fait de deux hommes et imparfaite, donc moins grave, si elle était le fait d'un homme et d'une femme. Le terme incluait secondairement d'autres pratiques sexuelles, telles que fellation, cunnilingus, onanisme, et plus encore. La torture était fréquemment pratiquée, d'y résister était une preuve de bonne foi. La sodomie pouvait valoir à ses auteurs le bûcher, les galères, la prison à vie ou pour plusieurs années, le bannissement, des pénitences diverses ou simplement d'être fouetté en public, selon la gravité de l'acte soigneusement pesé par les inquisiteurs. Cependant, dans ce domaine, la justice civile était encore plus sévère et plus expéditive. En France comme dans de nombreux pays, la sodomie fut longtemps interdite. Une des premières lois la réprimant fut la loi de 1533 de Buckgerry en Angleterre. En 1726, un lieutenant de police est brûlé vif en raison de crimes de sodomie, le jour même de son accusation. D'après Michel Foucault, ce fut, en France, une des dernières condamnations radicales pour fait de sodomie. La sodomie disparaît du code pénal révolutionnaire en 1791, comme par le plus grand des hasards, n'est-ce pas? Ainsi ce fut, le début de l'autodégénérescence des goïmes, la Révolution dite française, étant passée par là, au même titre que l'acquisition de la citoyenneté française pour les Juifs, c'est à noter, aussi. Au Canada, la loi anti-sodomie est révoquée en 1969 par Pierre Elliott Trudeau, elle demeure néanmoins régie par le Code criminel, article 159, où il est stipulé que la sodomie est interdite entre personnes âgées de moins de 18 ans et que sa pratique doit avoir lieu dans l'intimité. Plusieurs États des États-Unis ont des lois prohibant la sodomie, tandis qu'en Inde elle existe toujours, et réprimée par la section 377 du Code pénal de 1860. Voyons voir aussi l'origine de la sodomie. En Occident, la plupart des médecins et des sexologues du XVIIIe au début du XXe siècle pensaient à raison qu'il existait un instinct de la reproduction. Pour cette raison, comme la sodomie ne permet pas la fécondation, c'était une activité contre nature. Elle provenait forcément d'un vice moral ou d'un dérèglement de l'instinct sexuel. Dans les années 2000, les recherches en neurosciences ont montré que les êtres humains stimulent leurs zones érogènes car cela procure des récompenses dans le cerveau. Ces récompenses, en particulier l'orgasme, sont perçues au niveau de la conscience comme de sensations de plaisirs érotiques et de jouissance. En simplifiant, l'être humain recherche les activités sexuelles, comme la sodomie, car elles procurent des plaisirs érotiques intenses, et pour certains, très intenses, au point d'être entièrement dépendants, même socialement de ces plaisirs-là. Chez l'être humain, et le chimpanzé, le bonobo, l'orang-outan, le comportement sexuel n'est plus un comportement de reproduction, mais devient un comportement érotique, enfin c'est ce que la doxa tente de nous faire croire, à grands coups d'émissions dites populaires, et fondamentalement subversives. Au cours de l'évolution, l'importance et l'influence des hormones et des phéromones sur le comportement sexuel a diminué. Au contraire, l'importance des récompenses est devenue majeure, puisque la dégénérescence des goïmes est passée par la récompense, et notamment c'est ce que propose le wokisme, en échange. Chez l'être humain, le but du comportement sexuel n'est plus le coït vaginal, mais la recherche des plaisirs érotiques, procurés par la stimulation du corps et des zones érogènes. Enfin il s'agit là pour le coup d'une croyance, dont vous êtes priés de croire, pour être moderne. Le modernisme, qui n'est autre que le progressisme, ne passant que par la sodomie, n'est-ce pas? Pour ces raisons, la sodomie est biologiquement normale en apparence, si nous pensons qu'un orifice doit être comblé à toute occasion, et doit être considéré comme un acte contre nature, une maladie ou un trouble psychologique de fait. Chez l'être humain appartenant au wokisme, le but de la sodomie sous le couvert d'un soi-disant comportement érotique est la recherche des plaisirs sexuels à n'importe lequel prix, au détriment de la reproduction humaine, qui pourtant est la condition inaliénable de la reconduction de l'espèce humaine. Le plaisir est clairement à l'origine de la sodomie pour l'homme qui réalise la pénétration. L'orifice anal est entouré par des muscles sphincters qui procurent des pressions intenses sur le pénis, ce qui augmente les sensations érotiques. Cette caractéristique anatomique, avec l'ajout d'un lubrifiant, explique que certains hommes préfèrent le coït anal au coït vaginal, en ce qui concerne les couples hétérosexuels. Pour la personne qui est pénétrée durant la sodomie, les motivations sont en partie différentes. L'anus n'est pas aussi spontanément érogène que les organes génitaux, et il faut parfois répéter régulièrement les stimulations pour éveiller la sensibilité érogène de la région anale. Être sodomisé n'est pas une activité préférée pour la majorité des personnes.
Néanmoins, environ un tiers des personnes qui pratiquent régulièrement cette activité indiquent ressentir un contentement érotique intense et l'orgasme. Pour les personnes qui pratiquent régulièrement la sodomie, c'est une préférence sexuelle qui se forme au cours de la vie de la même manière que les préférences alimentaires, olfactives ou musicales. Malgré tout, ces déviants-là mettent sur le même plan la nourriture et l'acte de sodomie. Nous en sommes là, en Occident, et c'est bien triste. Maintenant voyons la pratique. Contrairement à la vulve et au vagin, l'anus et le rectum ne sécrètent pas de lubrification naturelle facilitant le rapport sexuel. Cependant, l'anus est une partie du corps, pour les hommes comme pour les femmes, particulièrement innervée, dont la sensibilité est similaire à celle des parties génitales, source d'un possible plaisir pour le receveur. La sensation de va-et-vient chez la femme et la prostate chez l'homme peuvent conduire à l'orgasme pour le partenaire passif. La salive est suffisante comme lubrifiant et le risque de lésion des fragiles muqueuses anales est mineur, mais il est préférable d'utiliser un lubrifiant artificiel ou un préservatif lubrifié. Toutefois, même ce dernier requiert l'ajout d'un lubrifiant si les mouvements se prolongent. Autrefois, la vaseline était généralement utilisée, mais à base de gras, elle fragilise les préservatifs. De nos jours, sont donc plutôt utilisés des lubrifiants intimes, à base d'eau ou de silicone. Le rectum pouvant contenir des restes de matière fécale, certains pratiquent un lavement préalablement à une sodomie. Néanmoins, trop souvent répétée, cette pratique peut fragiliser le rectum. En outre, le rectum est normalement vide si l'individu a déféqué complètement quelques heures avant le rapport. Et maintenant une petite page de publicité. Nous sommes en guerre. 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 Risques médicaux de la sodomie. Une pénétration trop brutale peut provoquer micro-coupures et des saignements importants. La sodomie peut provoquer des fissures anales. Le sphincter anal est un muscle circulaire qui contrôle l'ouverture du canal au moment de la défécation. La sodomie avec un objet d'un certain diamètre sera vécue comme douloureuse à cause de la distension de ce muscle et à cause des fissures qui peuvent être induites par la sodomie. Toutefois, la pratique d'exercices d'assouplissement permet de modifier la dilatation. Il existe une pratique qui consiste à obtenir une très grande souplesse de ce sphincter par des exercices répétés d'insertion d'objets de diamètre de plus en plus grand. D'autre part, la muqueuse rectale est fragile et poreuse aux virus et bactéries. Elle a la propriété, dont tirent parti les suppositoires, d'absorber les substances déposées dans le rectum. En conséquence, elle est un terrain propice à X échange de maladies sexuellement transmissibles, notamment du sida. C'est la raison pour laquelle il est fortement déconseillé d'avoir un rapport anal sans préservatif,
avec une personne dont on ne sait pas si elle est infectée par de telles maladies, et même avec un préservatif il est recommandé d'utiliser un gel lubrifiant adapté. Popularité. Le principal déterminant qui influence la pratique de la sodomie est la précocité sexuelle. Dans l'enquête de la CSF, pour une tranche d'âge donnée, on trouvait beaucoup plus de pratiquants parmi les 25% du groupe ayant leur premier rapport le plus tôt que parmi les 25% ayant leur premier rapport sexuel le plus tard. Par exemple, parmi les femmes de 25 à 34 ans, 44% des précoces ont expérimenté cette pratique, contre 25% des tardives. Dans l'enquête américaine, NHSLS, parmi les 18-44 ans, 5% des femmes trouvaient la sodomie passive attractive. Chez les hommes, 14% étaient attirés par la sodomie active et 11% par la sodomie passive. Toujours chez les 18 à 44 ans, 18% des femmes et 22% des hommes trouvaient attirant le fait d'avoir leur anus stimulé par le doigt de leur partenaire, cependant que 13% des femmes et 26% des hommes étaient attirés par le fait de stimuler l'anus de leur partenaire. Statistique. 15 ans après la deuxième enquête nationale sur le comportement sexuel des Français, ACSF, 1992, l'INSERM, la NRS et l'INED ont réalisé une nouvelle enquête contexte de la sexualité en France, CSF, auprès des 18 à 69 ans. Selon cette enquête, 37% des femmes et 45% des hommes en ont déjà fait l'expérience, contre respectivement 24% et 30% en 1992. Toutefois, la pratique reste marginale puisque 12% des femmes de 25 à 49 ans disent la pratiquer souvent ou parfois. L'analyse détaillée de l'enquête ACSF montrait que la sodomie n'était pratiquée qu'avec une fréquence de 1 à 3% au cours d'un rapport sexuel. Aux États-Unis, la sodomie n'est pas non plus entrée dans les pratiques régulières des Américains. 9% des personnes interrogées lors de la grande enquête nationale NHSLS, National Health Social Life Survey, conduite en 1992, disaient avoir eu un rapport anal au cours de l'année écoulée et seulement 2% des hommes et 1% des femmes, lors de leur dernier rapport sexuel. Des chiffres tout à fait similaires à ceux de l'étude nationale australienne ASHR conduite en 2001 et 2000, 0,9% des hommes et 0,7% des femmes âgées de 16 à 59 ans avaient pratiqué la sodomie lors de leur dernier rapport sexuel. Il semble que la sodomie soit expérimentée assez tôt dans la vie sexuelle, sans que cela préjuge l'intégration dans le répertoire sexuel habituel. En 2000, Baldwin et Baldwin ont publié une étude détaillée sur les rapports anaux dans une population d'étudiants américains hétérosexuels, âge moyen, 20 ans et demi, 63% des réponses venaient de femmes, 78% avaient déjà eu un rapport vaginal et 18% un rapport anal. Parmi les non-vierges, 22,9% avaient également déjà pratiqué la sodomie, en moyenne à 18 ans et demi, alors que l'âge moyen du premier rapport vaginal était de 16 ans et demi. Il s'agissait plus souvent de garçons, 28% des hommes non-vierges de l'étude, que de filles, 19% des non-vierges, mais les auteurs voient cette différence s'estomper une fois les autres variables, influençant le fait d'avoir un rapport anal, prises en compte. Sodomie et virginité. Dans certains milieux sociaux ou religieux, la sodomie peut également être une alternative à la pénétration vaginale pour ne pas rompre l'hymen de la femme avant le mariage ou éviter la fécondation, ou, elle a longtemps été fortement recommandée comme un moyen de contrôler les naissances, notamment par l'intermédiaire de codes rédigés à cette intention par les chefs religieux. Dans son roman La fascination du pire, édition Flammarion, Florian Zeller écrit, page 51, d'après ce qu'on m'avait dit, aussi curieux que cela puisse paraître, que dans certaines familles ultra-catholiques de Versailles, les jeunes filles ne voulaient, surtout pas, se faire déflorer avant le mariage. C'est pourquoi elles se faisaient sodomiser par leurs amoureux d'adolescence. Répression. Bûcher du chevalier juif de Hohenberg et de son valet, accusé de sodomie, en 1482, devant Zurich. Sodomie contre reproduction. Pratique considérée comme déviante puisque ne menant pas à la reproduction, entourée des tabous liés aux fonctions excrétrices, l'anus étant concerné, surtout dans les civilisations où ces fonctions naturelles sont jugées honteuses, la sodomie est perçue de manière très diverse selon les sociétés et les religions. De nos jours, certains pays criminalisent toujours la sodomie entre adultes consentants, allant même jusqu'à requérir la peine de mort. Un peu moins d'une dizaine de pays encore à ce jour, c'était encore le cas dans certains États des États-Unis jusque dans les années 1950 à 60, comme le Nevada. D'autre part, ces condamnations restent souvent liées à l'homosexualité. Sodomie et puissance masculine.
Dans la Rome antique, un homme libre qui sodomisait ses esclaves manifestait sa puissance. En revanche, un homme libre sodomisé se ravalait à un rang inférieur, et cette passivité était considérée comme honteuse. Aspect juridique. En anglais, sodomie ne désigne pas seulement la pénétration anale. Dans les expressions comme sodomie, loi qui régissait les pratiques acceptées ou interdites dans tel ou tel État américain, il fallait comprendre sodomie comme pratique sexuelle jugée déviante, parmi lesquelles, outre la sodomie pouvait être comptée la fellation et le cunnilingus. Ces lois, le plus souvent, étaient des manières d'interdire l'homosexualité. Elles s'appuyaient sur une réalité qui faisait des homosexuels mâles, des sodomites, bien que cette pratique n'est pas acceptée par tous les homosexuels, bien sûr la doxa tente encore de nous le faire croire, mais tout à chacun, nous pouvons facilement comprendre que deux hommes ayant des relations dites sexuelles, et n'ayant pas de vagin, l'anus est bien évidemment l'élément de pénétration, et que des hétérosexuels la pratiquent aussi cette pénétration par l'anus bien entendu. La section 377 du Code pénal indien, intitulée des délits contre nature, punit les relations charnelles contraires à l'ordre de la nature d'une peine pouvant atteindre 10 ans d'emprisonnement. En 2003, la Cour suprême des États-Unis a déclaré anticonstitutionnelles les lois de certains États fédérés contre la sodomie. Elle viole le 14e amendement de la Constitution qui protège la vie privée et la liberté des citoyens américains. 13 États fédérés dans le sud du pays pratiquaient jusqu'alors des lois contre la sodomie entre adultes consentants, dont 4 condamnaient aussi les fellations, le Texas, le Kansas, l'Oklahoma et le Missouri. Le 1er juillet 2006, apparaît au Zimbabwe l'article 73 de la Criminal Law, menaçant celui pratiquant la sodomie de 2 ans de prison, bien que cette loi, mentionnant explicitement la sodomie, semble plutôt viser l'homosexualité. Le 28 juillet 2022, le président du Bénin, conscient de l'homosexualité et les risques de sodomie, du président de la République dite française, a repoussé la main baladeuse de ce dernier, dans une vidéo qui passera à la postérité, pour la gloire du Bénin. Bravo Monsieur le Président du Bénin, Patrice Talon. En Arabie Saoudite, tout acte de sodomie commis par un non-musulman avec un musulman est passible de la lapidation. Donc je déconseille le président de la République dite française de faire un accroc au contrat de concubinage avec Jean-Michel Trogneux lors d'un déplacement en Arabie Saoudite, sous peine de lapidation express. Sodomie, religion, mythologie. Le point de vue catholique. L'Église catholique condamne la sodomie en tant que pratique homosexuelle. Dans la Clé d'or, Antoine-Marie Claret, qui fut confesseur de la reine Isabelle II d'Espagne, et devait être canonisé par Pie XII, rapportait une légende très répandue en écrivant. Certains auteurs assurent que notre Seigneur Jésus-Christ a une telle horreur de ce péché que, dans la nuit, où il naquit, à Bethléem, il tua tous les sodomites. Certains considèrent qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation de la Bible, et que celle-ci, du moins dans l'épisode de Sodome et Gomorrhe, ne serait pas expressément mentionnée. Les plus grands théologiens ont savamment discuté sur la nature de la sodomie. On en trouvera un excellent résumé dans le compendium Theologia Morali Sancti Alfonsi Maria de Ligori du chanoine Néraguet, plusieurs fois réédité au XIXe siècle. Les uns, dit-il, estiment que la sodomie consiste dans le commerce charnel dans le vase indu, et d'autres dans le commerce charnel avec le sexe indu. Mais la seconde opinion étant plus probable, il peut donc y avoir sodomie entre femmes, même si nos théologiens se demandent comment elle s'y prendrait, mais non, entre un homme et une femme, le coït du mâle dans le vase postérieur de la femelle n'étant qu'une sodomie imparfaite, distincte dans son essence, de la sodomie parfaite. En revanche, la fellation par un homme peut être qualifiée de sodomie, au contraire de celle que pratique une femme. En latin cela se dit « si vir polluitur in or famina, eri copula inchoata si vero in or mari, eri sodomia ». Philippe IV de France usa, nous dit-on, d'une accusation de sodomie pour discréditer et faire condamner les Templiers, et usurper leurs richesses. Cette révélation étant tardive, et remontant à seulement moins de 10 ans, elle demande à être vérifiée néanmoins, car nous ne connaissons trop la pression que exercent les lobbies LGBT sur les historiens qui peuvent encore publier. Cependant, les origines de l'interdit dans la religion catholique seraient plutôt héritées de l'Empire romain. En effet, après avoir largement toléré des conduites et pratiques sexuelles très libres, au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'Empire romain revient à une plus grande rigueur au 4e siècle après Jésus-Christ, relations homosexuelles et libertinages interdits, caresses buccales et pratiques anales fortement condamnées. En 533, l'empereur Justinien inclut la sodomie comme un acte contre nature et un vice indicible et blasphématoire. Ainsi, le catholicisme naissant se serait mélangé avec la culture ambiante romaine et aurait affirmé la sodomie comme une mauvaise pratique sans que celle-ci ne soit explicitement condamnée dans les textes de référence.
Au XIe siècle, Pierre Damien, moine à l'abbaye de Fontavallana, rédige plusieurs livres illustrant une conduite ascétique et pieuse, qu'il suit d'ailleurs assidûment à l'opposé de bon nombre de ses contemporains. L'un de ses livres, Liber Moratu, est envoyé au pape Léon IX, mais les problèmes soulevés n'ont pas entraîné de mesures immédiates. Les faits soulevés par Pierre Damien lui sont inspirés par les ecclésiastiques, évêques ou curés qui pratiquent ces péchés avec leurs disciples. Il considère que ces pratiques ont un caractère diabolique, et pour lui, leur présence au sein des monastères s'explique par le fait que le diable tente de corrompre les plus fidèles serviteurs de Dieu, non-respect du vœu de chasteté, cession à la tentation, et le pire, en se confessant les uns aux autres les sodomites maintiennent le secret. Le pape Léon IX trouvait très condamnable la sodomie, à l'époque ce terme recouvrait l'ensemble des pratiques hérétiques conduisant à la perte de sperme, mais considérait que Pierre Damien allait trop loin. Peu à peu, la sodomie va passer de péché mortel à un crime, comme le montre le Concile de Latran III, en 1179, qui adopte des mesures pour réprimer cette pratique. Les peines sont variées selon l'âge au moment des faits et le rôle tenu pendant l'acte, mutilation, flagellation, saisie des biens, amende, bûcher. Le passif avait alors des sanctions plus lourdes. Pourtant, ce nouvel acte a permis à l'Inquisition de détenir une nouvelle arme incriminante, ainsi, tous les hérétiques étaient considérés comme des sodomites et réciproquement, enfin c'est ce que tentent désespérément, de nous faire croire les historiens accrédités par la doxa. Enfin, c'est également pendant cette époque que voit jour une revalorisation de la nature, devenant la référence ultime. La nature et Dieu étant liés, pratiquer un acte contre nature était aller contre Dieu lui-même, un sacrilège. Et par là même, les sodomites, après être accusés de troubler le divin, sont accusés de troubler la souveraineté, l'ordre social et politique. Dès lors, les sodomites sont perçus comme étant des ennemis du royaume, de la chrétienté, du souverain. Point de vue du judaïsme. Dans le judaïsme, la sodomie est formellement interdite, enfin entre juifs bien sûr. Point de vue de l'islam. Dans l'islam, le sunnisme condamne la sodomie aussi bien hétérosexuelle qu'homosexuelle, contrairement à certains avis chiites ne reconnaissant que l'interdiction du deuxième cas. Règne animal. On a relevé l'existence de la sodomie chez certains animaux, notamment chez des primates comme les chimpanzés ou les bonobos, les chiens et les taurillons élevés en stabulation. Maintenant que nous comprenons un peu plus la sodomie, nous remarquons avec évidence que dans les couples issus du wokisme, dont se réclame le couple, Macron et Jean-Michel Trogneux, qui pratiquent de fait la sodomie, la jouissance semble être désormais le saint graal absolu pour ce type de couple. Cette puissante jouissance, produite par le coït anal, a des effets perturbateurs entraînant un dysfonctionnement du cerveau, car n'étant pas dans le cadre de la reproduction, mais entièrement tournée vers la jouissance anale. La nature a ceci de bienfait, lorsque que vous sortez de la reproduction humaine, pour entrer dans la consommation de jouissances sans limite, et donc contre nature, le cerveau lui, se reprogramme à réagir aussi contre nature au fil du temps, et dans toutes sortes de situations. Et cela peut être catastrophique, lorsqu'il s'agit d'un couple qui a le pouvoir absolu dans un pays, comme par exemple la France. Ce genre de personnage entièrement sous la domination de sa jouissance anale, n'hésitera pas à faire massacrer par exemple, les manifestants dans la rue, uniquement pour jouir du spectacle, comme dans l'épisode des Gilets jaunes, massacrés sous les ordres d'un personnage sodomite de la pire espèce, uniquement au nom de sa jouissance anale transcendant sa propre personne. À ce sujet, concernant des décisions contre nature de ce président sodomite et président réélu de la République dite française, il suffit de prendre connaissance de l'attribution de 3 millions d'euros à la création d'un super bureau dédié aux super sodomites, que sont les lobbies LGBT et annexes, et cela dès les premières semaines de son deuxième quinquennat, sous la direction d'une certaine première ministre, une certaine Elisabeth Borne, de son vrai nom Borsten, donc juive. Pourtant comme nous le savons, la sodomie chez les juifs est formellement et historiquement interdite, certes, mais parfaitement autorisée, pour les non-juifs. Et lui, le couple Macron et compagnie n'étant pas juifs, la première ministre d'origine juive elle, les accompagne dans cette abjection sexuelle, avec délectation, puisque le judaïsme politique passe par la dégénération pour les goïms exclusivement. Pour le judaïsme politique, plus le goïm se dégénère, plus les temps messianiques arriveront rapidement, et plus les goïms se dégénèrent, plus ils disparaîtront, par les maladies, par défaut de reproduction humaine, laissant toute la place à l'élite judaïque, afin de prendre le pouvoir mondial, en ayant éliminé ces esclaves goïms dégénérés, et en définitive pas dignes de recevoir les tables de la loi avec ses 10 commandements. La dégénérescence des goïms actuels, incarnée par Macron, n'est qu'une des nombreuses passerelles, dont se sert le judaïsme politique, pour installer son pouvoir mondial. Lui le couple Macron empêtré dans la jouissance uniquement, n'y voit que du feu,
car cerné de toutes parts par quelques membres de la haute juiverie. Il suffit pour s'en convaincre de voir l'épisode de la visite dernière de Macron en Algérie avec le rabbin Corsia, qui a soulevé un tollé de protestation parmi les jeunes Algériens, qui pour le coup eux, ne sont pas encore touchés par le wokisme de la République dite française. Macron, comme tout bon sodomite, n'ayant pas pu emmener les maîtres qui contrôlent sa jouissance anale avec lui, a choisi de partir sans le rabbin Corsia, qui avait attrapé au même moment le Covid. L'honneur sodomite de la France fut donc sauvé pour l'occasion. À ce moment-là, nous étions dans la 4e semaine d'août 2022. Maintenant, j'aurais bien aimé apporter une réponse à la question « Un sodomite peut-il emmener la France à la guerre ?» J'avoue que je ne suis pas entièrement qualifiée en tant que femme hétérosexuelle pour apporter cette réponse-là. Néanmoins, en ayant regardé cette longue vidéo, en ayant pris connaissance des aspects historiques et religieux, des aspects juridiques, des aspects désastreux dans le cerveau par cette sodomie, vous êtes devenu capable de répondre à cette question. Dans ce type de cerveau complètement dérangé, il n'existe aucune porte de sortie, car la jouissance anale a pris le pas sur toute autre considération. De ce fait, n'attendons rien de positif à travers ce type de personnage déviant. Pire encore, il faut surtout s'attendre à toujours franchir l'innommable, et en politique l'innommable nous emmène bien sûr à la guerre régulièrement et historiquement. Sans oublier que dans l'entourage du président de la République dite française, une petite bande de speudo-religieux dégénérés ont un intérêt commun à la dégénération des goïms, ce qui annule tout espoir de revoir des jours radieux pour les goïms. Il faut malheureusement noter que le citoyen français, issu de la Révolution dite française, a réélu ce président-là 2 fois, ce qui en dit long de l'état de la République dite française, et qui, de ce seul fait, nous fait rentrer dans le régime dit Macron, un régime à base de sodomie et de jouissance cérébrale essentiellement. Alors gardons courage, et surveillons notre arrière-train, car le régime Macron a la main très baladeuse. Maintenant notre ami, Jacques va apporter la conclusion finale. Bonjour Jacques, à toi de prendre la parole. Bonjour Samia, comment vas-tu? Bien, tant mieux. Bon alors, pour ce qui est de répondre à ta question, je me dois de répondre oui, sans réfléchir. Quand on y réfléchit, sans mauvais jeu de mots, un peu plus en profondeur, si le sodomite en question, c'est Emmanuel Macron, oui, ce sodomite-là peut emmener la France à la guerre. Et je ne dis pas ça uniquement parce que c'est un trou du cul. Non, je m'explique. Non seulement Emmanuel Macron peut emmener la France à la guerre, mais il est en train, en marche, oui, plus exactement, d'emmener la France à la guerre. C'est sa mission. C'est pour cela qu'il a été mis en place à l'Élysée. Oui, le but principal, la finalité intrinsèque du placement d'Emmanuel Macron à la fonction de président de la République par le pouvoir profond, l'oligarchie des ultra-riches qui tirent les ficelles en coulisses, le but premier de cette manipulation politico-médiatique qui perdure depuis 2017, c'est d'emmener la France à la guerre. C'est comme ça. Malheureusement pour nous, citoyens français crétins et lâches, nous tous qui, plus ou moins consentants, nous nous sommes laissés berner, abuser, manipuler, malheureusement pour nous, tout ce qu'Emmanuel Macron a fait et continue de faire depuis qu'il est au sommet de la République. Une République de France qu'il convient d'écrire en 2 mots, République, sous sa présidence, puisque la presse, pour le plus grand plaisir de ce monarque de pacotille, se fait sans cesse les gorges chaudes de ses histoires de fesses et de son penchant pour les hommes de couleur très fortement membrés, avec de caractéristiques anatomiques irrésistibles pour ce sodomite passif revendiqué. Tout ce que le mari de Jean-Michel Trogneux fait, vous dis-je, depuis qu'il est en fonction à l'Élysée, c'est pour pouvoir, in fine, emmener la France à la guerre, faire en sorte que les Français acceptent de devoir en payer le prix. Démantèlement de notre industrie, privatisation à la chaîne, destruction des acquis sociaux, surendettement du pays, augmentation de la précarité, annihilation des valeurs, mise en place et entretien d'un climat de peur et de conflit permanent à l'intérieur de la société et à tous les niveaux, et lobotomie des citoyens à l'échelle du pays par une dégénérescence intellectuelle et culturelle institutionnalisée, Emmanuel Macron suit à la lettre le plan de route qui lui a été donné par ses employeurs pour préparer les Français à la guerre, la leur faire accepter,
faire admettre à la majorité requise pour que tout le monde soit obligé de suivre qu'il n'y a pas d'autre option que la guerre, qu'elle est nécessaire, légitime, logique. Et d'ailleurs, dans toutes ces déclarations, il ne parle que de ça, la guerre au Mali, la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, la guerre au Yémen, et bien sûr aussi, depuis bientôt 7 mois, la guerre en Ukraine. Et n'oublions pas surtout le virus. Le virus et son fameux « nous sommes en guerre », cette mystification qu'il a lâchée avec un spasme au côlon, une jouissance anale si intense qu'elle était palpable, manifeste, évidente, une extase visible ce jour-là dans son regard, autant que quand, le bonheur l'envahissant, ses yeux se ferment lorsqu'il se fait ouvrir le cul. Nous, c'est l'équipe dans laquelle il joue, la franc-maçonnerie, l'association de malfaiteurs traîtres à la patrie dirigée par les patrons du CAC 40. Et effectivement, cette mafia est en guerre contre nous, le peuple français. Ils veulent notre anéantissement. Or, quoi de plus efficace pour cela que la guerre? Une guerre à l'ancienne, une guerre où tandis que les citoyens se font massacrer sur le champ de bataille, et que partout dans le pays, la population subit de plein fouet les contre-coups de la guerre, confinement, couvre-feu, pénurie alimentaire, rationnement de l'eau, de l'énergie, destruction des infrastructures et compagnie. Pendant ce temps-là, ceux qui ont organisé la guerre attendent tranquillement, à l'abri de tous ces soucis, que la guerre s'arrête faute de combattants. Oui, il s'agit là d'une nouvelle, parfaite et triste illustration de la définition que Pierre Desproges a donnée du pourquoi et du comment de la guerre et de la guerre elle-même. La guerre est faite par des gens qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent pour le compte de gens qui se connaissent mais qui, eux, ne s'entretuent pas. Jamais. Le macronavirus, tout le cirque que Macron a fait autour et à l'occasion du Covid, cette manipulation des esprits a servi à la fois de test de soumission générale et de préparation psychologique. Et les Français, dans leur immense majorité, ayant docilement tout accepté au faux prétexte d'une soi-disant crise sanitaire qui en réalité a été fabriquée de toutes pièces par la propagande, Emmanuel Macron a désormais le champ libre pour ce qui est d'achever sa mission, emmener la France à la guerre. La vraie. Et oui, si Emmanuel Macron se montre aussi zélé dans l'accomplissement de sa mission, c'est parce que s'il atteint ce but, pour ce sodomite passif qui partout où il va, la foule le traite d'enculé, voir les 70 millions de Français que nous sommes nous faire massacrer, ce sera 70 millions de fois plus jouissif pour lui que quand il se fait défoncer la rondelle. Voilà pour moi, Samia. À toi de dire le mot de la fin. Mon cher Jacques, quoi dire de plus, à ta brillante conclusion, à part de souhaiter beaucoup de courage à tous les Français, pour ce qu'il en reste, car devant une telle lâcheté des uns et des autres, nous pouvons nous poser la question suivante. Où sont les Français d'aujourd'hui? Vont-ils abandonner leur magnifique pays à une bande de sodomites, francs-maçons, renégats, affairistes et va-t-en-guerre, avec la peau des autres?